Bienvenue à notre rendez-vous du vendredi après-midi. Terminer la semaine ensemble avec les webinaires de l'APEC. J'ai une primeur pour vous. La saison de ski va réouvrir samedi au Mont Harford, si ça vous tente. Là. On a une petite bordée de neige ce matin, alors vous pourrez venir me voir en Estrie si ça vous dit. Merci d'être là. J'aimerais tout d'abord, avant de débuter, remercier tous nos partenaires annuels qui permettent à l'APEC de vous rendre ces précieux services et de vous donner accès à des informations et à des conférenciers intéressants. Alors, merci du fond du cœur à tous nos partenaires élites, le Centre de foire, Exposité, Québec, Centre de congrès de Saint-Hyacinthe et Centre de congrès de Québec, nos partenaires Prestige, le Grand Quai du Port de Montréal, le Centre de foire de Sherbrooke et le Palais des congrès de Montréal, nos partenaires Affaires, DEE et GES, et notre partenaire Service Wiz Event. Alors, merci à tous. C'est grâce à vous que l'APEC est là et continue à vivre pendant cette période difficile. On va passer tout de suite à l'action. Je vous présente notre conférencier du jour. Ne vous gênez pas pour nous acheminer des questions, d'accord? Ça va lui faire plaisir d'y répondre. Alors, notre conférencier du jour est M. Stéphane Parent, président d'Espace OBNL. Stéphane sa présentation s'intitule « Comment se donner des options de planification en temps de crise ». Alors, je vous laisse le crachoir, M. Parent, s'il vous plaît. Bon après-midi à tous. Merci Dominique. Écoutez, je vais me cacher derrière l'écran pour que je vous ai préparé une petite présentation pour être capable d'organiser le contenu. Premièrement, je vais commencer à me présenter puis un petit peu vous expliquer pourquoi je suis là aujourd'hui. Ceux qui ne me connaissent pas, je sais que j'ai vu plusieurs noms qui me sont familiers dans la liste de participants. Je suis dans l'industrie de l'événement depuis presque 25 ans maintenant. Ça a commencé avec une boîte d'organisation d'événements que j'ai eu pendant 15 ans qui s'appelait Événementiel, qui a fait beaucoup de corpos et de promos, beaucoup de kiosques aussi. On a fait beaucoup d'événements B2B, ce qui m'a donné une grosse partie de mon expertise. J'ai vendu cette agence-là en 2011. J'ai reparti une consultation par la suite qui s'appelle le concierge marketing, qui était spécialisé qui l'est encore, je fais encore quelques mandats, au niveau des revenus autogénérés, donc principalement de la commandite. Et mes deux clients types dans le concierge marketing étaient les festivals et les associations professionnelles, ce qui m'a amené à fréquenter un grand nombre de gestionnaires d'OBNL et ça m'a amené à créer Espace OBNL en septembre 2017. Parallèlement à ça, aussi, mes expériences en événementiel, il y en a deux qui sont importantes. La première, j'ai enseigné les cours de commercialisation et de financement en événementiel dans les deux programmes d'organisation d'événements, donc celui de la formation supérieure en gestion d'événements puis de l'AEC en gestion de congrès et de conférences. Là. Deux programmes qu'espérons qui vont revenir un jour, qui sont plutôt en sourdine puis en hibernation actuellement à l'ITHQ. Et je siège au conseil d'administration d'Événements Attractions Québec depuis déjà 5 ans. Je fais partie aussi de la cellule de crise d'Événements Attractions Québec là, depuis le début de la crise là, en tant que tel. Ça m'amène aussi avec Événements Attractions de voir ce qui se fait au niveau de l'écosystème touristique, de voir aussi la mobilisation de la structure de l'écosystème touristique en tant que tel, surtout au niveau des ATS, associations touristiques sectorielles. C'est un petit peu la première partie de pourquoi je suis là. La deuxième chose, il faut savoir que la communauté d'Espace OBNL, ce sont des OBNL et que 88% de notre communauté sont actifs en événementiel. Là-dedans, ça inclut toutes les associations, ça inclut les festivals, les fondations, beaucoup d'organisations culturelles, les causes, tous les événements philanthropiques et aussi tous les événements sportifs. On est au centre d'un écosystème qui traditionnellement fait quand même beaucoup d'événementiel. Avant que la crise éclate, on devait lancer un campus de formation en événementiel qui était prêt pour le salon de l'événement le 22 mars. Et finalement, ça a été un projet que nous-mêmes, on a dû mettre de côté malheureusement. Je vais vous amener sur un petit peu la raison du webinaire, puis comment moi je l'ai vu, puis on regardera, j'ai eu des discussions avec certaines personnes parallèlement.
Mon objectif aujourd'hui, c'est une prise de conscience. C'est en même temps un petit peu le temps de commencer à mettre en place des solutions. Je vous avertis, je n'ai pas de solution miracle, je n'ai pas de solution universelle non plus. La pandémie nous touche dans un volet qui est hors du commun, puis on va en reparler tantôt. C'est aussi le temps de rassembler puis de faire un point sur plusieurs affaires qu'on sait, mais que des fois, on n'a peut-être pas tout le temps réalisé ou qu'on n'a peut-être pas tout le temps attaché les ficelles ensemble puis d'avoir un portrait global de ce que ça donne actuellement aussi. C'est une occasion pour moi aussi d'engager la conversation sur la demande au niveau de vos événements. On a vu beaucoup de posts, de textes, de lettres, de textes d'opinion sur l'offre. Beaucoup d'organisations qui veulent repartir, mais on n'a pas parlé beaucoup de la demande. Est-ce que les participants vont être là? On va en parler tantôt, puis les participants au sens large aussi. Puis, je voulais aussi qu'on prenne le temps de réfléchir sur le fonctionnement de l'industrie qui vont nous donner des informations sur les impacts de la crise aussi. J'espère que ça vous va là, pour en tant que tel, parce que cette crise-là, écoutez, tout le monde a vu cette image-là plus qu'une fois dans les dernières semaines. Ça nous touche d'une façon assez drastique. Ce que je veux faire aujourd'hui, dans l'heure dans les 45 minutes qui m'est donnée, le temps qu'on ait les questions, et ainsi de suite, c'est qu'on change notre lunette, qu'on regarde d'une manière globale ce qui se passe, et qu'on prenne le temps là, de réfléchir ensemble, de se poser des questions ensemble, aussi d'analyser un petit peu. Je veux faire de mon mieux pour vous donner ma perspective. Ce n'est pas la vérité. Il y a autant de vérité qu'il y a de promoteurs de salon, qu'il y a d'industrie, qu'il y a de types d'organisations. Un promoteur privé ne vivra pas la même chose qu'un promoteur en OBNL ou qu'un promoteur public. Ça va être important là, de faire les nuances. Je veux commencer avec ce qu'on sait. Puis là-dessus, il y a plusieurs choses qu'on sait. Puis là, je les ai rassemblées sur 5 slides. Là, j'ai une vingtaine de points pour vous. Autre élément qui est intéressant avec lequel je veux le placer avant de commencer, c'est que la présentation qui est là va être disponible. Si vous m'envoyez un courriel, je vais vous l'envoyer gratuitement par la suite, avec plaisir par la suite. OK? Donc, la première chose qu'on sait, c'est que l'événementiel sera une des industries les plus touchées de la crise. On a été les premiers le 12 mars à se faire dire on ne fait plus de rassemblement, plus de 250 personnes, et on va être les derniers en événement à pouvoir repartir on ne sait quand. Et si on regarde la tendance mondiale, ça risque d'être assez long. L'autre élément aussi, c'est que l'événementiel a plusieurs segments, puis ces segments-là, vous le savez autant que moi, sont touchés à tous les niveaux, puis on va en reparler un petit peu plus tard aussi. L'autre chose que je veux aborder, puis qui est important de garder dans la réflexion, puis on le voit actuellement, on voit les commentaires sur les médias sociaux, c'est que les mesures de distanciation ont laissé des cicatrices. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je constate que les gens ont énormément peur. C'est le nombre de fois où j'ai vu des commentaires de gens qui rentraient d'aller faire l'épicerie puis qui ont fait des commentaires comme quoi qu'ils ne se sentaient pas respectés parce qu'il y avait des gens qui les avaient frôlés ou parce que quelqu'un ne débarquait pas du trottoir quand il les croisait. On assiste à une peur qui est collective, qui est généralisée et qui va être durable dans le temps. Il y a différentes études qui ont prouvé, je pourrais aller vous chercher les sources, là, que quand on arrive dans une peur collective, les traces et les cicatrices qui restent sont longues. L'autre élément aussi sur lequel on est assez au courant, puis on est très présent au quotidien là-dedans, c'est que la crise engendre un ralentissement économique qui est encore difficile à mesurer. J'écoutais encore le point de presse hier où un journaliste demande au responsable du Conseil du Trésor quelle va être la dette, on est engagé pour combien. Fait que le ralentissement économique, il va être à 2 niveaux. Il va être à un niveau, plus qu'à 2, à 3 niveaux individuels. Il va être au niveau des organisations, des entreprises, et il va être au niveau gouvernemental aussi. On n'a pas vu cet effet-là depuis très, très, très longtemps. Même la crise de 2008 n'avait pas des impacts aussi. C'était très sectorialisé. Puis les gens, là, on a quelque chose d'assez universel. Et ces impacts économiques-là, on peut s'attendre à ce qu'ils soient sur 2, 3 et 5 ans.
OK? Chose certaine, on en a pour 2 ans de séisme, de secousse assez sévère, puis on verra par la suite. Là. Autre facteur qu'on sait, qui va être à combiner dans l'ensemble aussi, c'est qu'une grande partie de la population ont augmenté leur utilisation du numérique. Puis ça, c'est un élément qui représente à la fois des opportunités puis à la fois des menaces pour le milieu événementiel. Des opportunités parce que la numérisation de certaines opérations, la preuve, vous êtes aujourd'hui en train de m'écouter dans un webinaire. Traditionnellement, on serait peut-être réunis dans une salle, il aurait fallu se déplacer, ainsi de suite. Je regardais la liste des gens présents, j'ai des gens présents partout. C'est juste Dominique qui est à Sherbrooke qui m'écoute aujourd'hui. Fait qu'il y a cet élément-là qui rentre en considération. Et en même temps, il y a des segments de clientèle qui étaient très réticents aux opérations numériques. Le télétravail, il y a des endroits où on ne réussissait pas à faire pénétrer l'idée. Les vidéoconférences, il y a des endroits qui trouvaient ça trop dispendieux, trop de problèmes aussi. Fait que là, on vit ce changement-là tous ensemble en même temps où on a un degré d'adhésion qui n'est pas uniforme, mais qui est en augmentation, puis qui va avoir un impact sur notre secteur à moyen terme ici. Mais par contre, il y a des éléments assez flagrants de l'événementiel qu'on ne retrouve pas dans le numérique. Ceux qui ont connu le 11 septembre 2001, vous vous rappellerez qu'en 2002, 2003, 2004, ça a été les premières apparitions des plateformes de salons en ligne, les trade shows 100% virtuels, les conférences, les Ubisoft, les gros joueurs mondiaux en technologie avaient adopté ces plateformes-là, surtout 2003-2004, pour faire leur sales meeting. On a vu des Microsoft, on a vu des Cisco faire annuler leurs événements mondiaux pour s'en aller sur le web. Et 1 an, 2 ans plus tard, sont revenus dans une formule qui était hybride. Donc, il va toujours avoir une place pour les échanges humains, mais pour l'instant, on s'entend que ces échanges humains-là nous laisse avec des grosses questions pour l'instant. Autre élément qu'on sait qui va avoir un impact, c'est que la crise n'est pan-canadienne, puis elle est même mondiale. Ce que ça implique, premièrement, c'est que l'ensemble de ceux qui produisent des salons ou des conférences avec un volet international, ça va rallonger votre période de problématique. L'autre élément aussi, ça va aussi affecter les liquidités et les volontés de tous les joueurs qui sont présents dans plusieurs pays. Si on avait une crise qui était localisée, peut-être que certains segments qui seraient libérés, mais là, on sait que c'est généralisé à travers la planète puis à travers l'ensemble des différents écosystèmes. Tout l'écosystème événementiel est touché. Les salons, les événements d'affaires, le festival, les événements culturels, on peut même dire les salles, tout ce qui s'appelle regroupement, on rajoute la restauration là-dedans. C'est une pandémie, le terme le dit bien. Là, on n'est pas juste dans une crise, là, on est dans une pandémie qui affecte tout le monde. Tout le monde. Et à tous les niveaux aussi. Même des établissements qui sont publics comme le Centre de congrès de Québec ou le Palais des congrès à Montréal vivent les impacts au même titre que le dernier des techniciens ou le travailleur en cuisine chez un traiteur. Tout le monde est affecté à un niveau ou à un autre aussi. Les mesures gouvernementales, on va en parler un peu tantôt, qui ont été mises en place, ne seront pas éternelles. On a vu aujourd'hui qu'au niveau fédéral, la subvention salariale a été rallongée, va suivre un peu les besoins du marché. On a eu beaucoup de programmes qui ont été lancés. Beaucoup de ces programmes-là n'ont pas nécessairement une durée de vie très claire. On ne sait pas trop où on s'en va, mais on sait que ça ne sera pas éternel en termes de durée, puis qu'on n'aura pas des programmes nécessairement de soutien à aller cet automne ou ainsi de suite. Puis ce qui est aussi clair de la part de discussions que j'ai entendues et ma vision en tout cas, c'est qu'il y a certains ministres qui ont indiqué qu'à fur et à mesure que les secteurs allaient se déconfiner, il y aurait des programmes qui disparaîtraient aussi. Là. On s'entend que ça serait à devenir des mesures sectorielles à fur et à mesure qu'on va se rallonger dans le temps. Autre élément qu'on sait qui est assez clair. Je ne sais pas pour vous, je le sais pour moi, je le sais pour beaucoup d'autres de mes collègues, mes amis. Il y a très peu d'organisations qui vont passer à travers 6-8 mois sans revenus. Parce qu'on parle de ça, là. On parle de plusieurs mois sans revenus. Là. On parle d'un scénario au moins jusqu'au 31 août. Ça nous amène du 10 mars, ou le 12 mars où il y a eu un arrêt complet, à aller jusqu'au 31 août où on a une certitude pour les événements grand public.
quand on prend cette considération-là, on a déjà plusieurs mois. Puis après ça, le déconfinement, on le sait, il va être graduel. Fait qu'on va être encore plusieurs mois à rouler au ralenti si on est en opération. Puis on va le voir tantôt, est-ce que ça va valoir la peine d'être en opération? Ça, c'est une question que je suis curieux de vous entendre aussi. Le processus de décision, on va y revenir en détail tantôt. Je vous ai fait une ligne de temps, mais surtout pour les exposants et les commanditaires. Il y a beaucoup des décisions, des événements 2021 qui vont se prendre à l'automne 2020. Ça va avoir un impact. Puis quand je parlais de portrait d'industrie, là, ça a un impact très, très, très important sur votre capacité de reproduire vos événements, puis ça va sur votre capacité de financer vos opérations aussi. Mais puis là, je ne parle pas de cette année, là, je parle de l'année prochaine et l'autre année d'après. Autre élément, dans certaines industries, les conséquences des fermetures, ça crée de l'overstock, ça crée de l'inventaire, ça crée de l'invendu. Je parlais avec une des membres de l'APEC il n'y a pas longtemps, Linda, pour ne pas la nommer, qui s'occupe du congrès de la risque là, au niveau du sport. Bon, on sait que les magasins, ça fait 2 mois qu'ils ne vendent pas leur matériel de plein air, par exemple, ou leur matériel sportif. Donc, commence à avoir une conséquence sur un show d'achat. Donc, ce type de données-là va être importante à considérer aussi. Les priorités. Est-ce que les entreprises vont encore avoir les salons comme étant une priorité dans les prochains mois? Ça, c'est une grosse question. On a beau dire on veut repartir, mais est-ce que les acheteurs vont être là? Et ça va être quoi la hausse de dépenses reliées aux nouvelles normes sanitaires? On a commencé à voir ce que ça avait de l'air, entre autres dans les magasins de détail, là, ceux qui ont ouvert en région cette semaine. Moi, j'ai des amis qui sont dans le milieu du retail, puis pour un magasin, ça va représenter entre 10 à 25 000 de réaménager, de staff supplémentaire, de points de lavage de mains. Mettre une personne à temps plein à la porte juste pour contrôler l'accès, c'est des coûts supplémentaires. Là, imaginez quand on arrive dans une échelle de la grandeur d'un salon, toutes les nouvelles normes sanitaires qui vont être à mettre en considération, tout ce que le milieu hôtelier va avoir à assumer comme coût aussi. Traditionnellement, les buffets, c'était une façon d'économiser. Là, si on arrête les buffets, on va avoir des coûts supplémentaires sur notre volet. Puis là, on va parler de tout. On va parler de portions emballées. On va parler de tout ce. On va arrêter tout ce qui était fontaine. On va arrêter les pichets d'eau, peut-être. Là. On est dans l'industrie touristique à travailler les normes, à travailler les guides de conduite pour par la suite les faire autoriser par la CNESST puis par la santé publique. On va avoir des normes plus claires dans les prochaines semaines. D'ici les 2 prochaines semaines, l'ensemble des industries vont avoir des normes un peu plus claires, mais on sait que ça va amener des coûts et ça va amener aussi des réalités logistiques différentes. La distanciation sociale, je vous pose la question, un line-up de 300 personnes, ça a l'air de quoi à 1 mètre à 2 mètres de distance? Donc, est-ce qu'on va se trouver à être obligé de faire des line-up? Je regarde les Costco qui ont fait des serpentins de carrosses dans leur stationnement pour être capable d'être fonctionnel. Fait que comment on va réaménager nos extérieurs de centres de congrès? Comment on va réaménager nos emplacements? Il y a un gros questionnement à avoir là-dessus aussi. Autre élément qu'on sait, il y a des fournisseurs, il y a des locataires de salles qui vont fermer, puis il y en a d'autres qui vont changer de vocation. Ça, c'est un peu une éventuelle certitude et ça va affecter beaucoup l'écosystème. Puis, quand on va signer un contrat avec un fournisseur, quelle sorte de garantie on va avoir que ce fournisseur-là va nous accompagner dans 6 mois puis qu'il va être encore en vie? Moi, je vous mets au défi d'être au courant de la situation financière de votre fournisseur avant de signer un contrat. Là. Ça risque d'être assez problématique. Puis là, vous allez avoir toujours la dichotomie puis le dilemme. Ah, mon fournisseur veut un dépôt, mais là, il va-tu partir avec puis il va-tu se rendre jusqu'à mon événement? Je sais que vous allez peut-être d'entre vous qui allez trouver que j'ai un discours aujourd'hui qui est un petit peu négatif, mais ce que j'essaie d'établir, c'est vraiment les différentes possibilités puis de brasser le portrait le plus réel possible. Et ce n'est pas nécessairement positif, même s'il y a des opportunités, puis même si certains vont pouvoir s'en sortir, certains ne s'en sortiront pas, surtout ceux qui étaient à risque aussi. Les baby boomers sont invités à ne pas sortir. On voit que c'est en train de s'assouplir. Vous avez vu les statistiques comme moi, vous avez vu à quel point le gouvernement saute d'un pied à l'autre aussi sur ce point de vue-là, mais les messages qu'on entend depuis des mois, je parlais de messages qui perdurent dans le temps, c'est sûr que ça va avoir un impact. À quel point
on va avoir des segments d'âge qui sont normalement payants ou qui sont normalement ceux qui viennent dans nos événements. Tu sais, je pense, entre autres, à un salon de l'habitation, par exemple, ou même un salon de l'auto, ou salon du VR aussi. C'est toutes des clientèles où la partie de clientèle âgée est relativement élevée. C'est un élément à considérer aussi. Certaines organisations ont fait des mises à pied. Moi, je pense entre autres dans le milieu associatif. J'ai peu d'associations qui ont conservé leurs personnes responsables des événements, ou si c'était le cas, c'est des gens qui ont été rappelés ou qui sont sur la subvention salariale, ou ainsi de suite. Fait que ça va amener des changements dans la capacité de production. Ça va amener des changements aussi dans les organisations en fonction de la durée de la crise au niveau de l'événementiel. Je m'explique. Si vous aviez 2 personnes, par exemple, dans votre association à temps plein dans l'organisation d'événements, puis vous êtes déjà parti à savoir que votre conseil d'administration vous dit qu'il n'y aura pas d'événement avant 2021, bien, ces personnes-là vont rester en mise à pied longtemps, puis vous allez peut-être vouloir réaffecter ces budgets-là ou réaffecter ces tâches-là avec d'autres types de ressources, avec d'autres types d'expertise. C'est sûr que tout le portrait de l'expertise en événementiel, tout le portrait de qui donne les mandats, qui font la gestion des événements, ça va être appelé à changer. Puis on ne sait pas dans quel état va être notre écosystème en 2021 puis en 2022 non plus, au niveau des ressources. Moi, je m'attends à ce que les directions générales restent en poste, certaines directions aussi, mais les gens, plus les chargés de projet, il y a plusieurs qui ont déjà perdu leur emploi. Puis il y en a d'autres qui sont sur des mesures temporaires, mais qui ne seront peut-être pas renouvelées ou qui vont vivre sur une prestation d'urgence, vont peut-être vouloir se trouver d'autres choses. C'est un élément qui est à prendre en considération aussi. Les normes de 2 mètres vont réduire énormément les achalandages. On a commencé à voir un petit peu les impacts. J'aime beaucoup les photos que je vois passer de spectacles dans des cinéparcs. On voit que le nombre réel de personnes qu'on peut accueillir a beaucoup diminué. Donc, puis cette diminution d'achalandage-là, puis là, je ne parle même pas de l'intérêt, je ne parle même pas de la volonté des gens de venir à nos événements, je parle vraiment de la capacité en respectant des normes de distanciation. Bien, on vient de faire chuter nos achalandages. Ce qui veut dire on chute nos revenus, puis on fait chuter en même temps les engagements de ce qu'on peut proposer à nos commanditaires. Avant de continuer, je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être. Moi, je vais prendre 2 minutes là, au fur et à mesure que j'avance pour prendre des questions au fur et à mesure, puis continuer après ça mes différentes sections. J'en ai une, Stéphane, mais j'attendrai peut-être un petit peu. Là. Je te laisse Parfait, Dominique. un peu plus. Fait que je vais en faire 2, 3 autres, puis on va continuer après. OK. Nous, chez Espace OBNL, du 23 avril au 1er mai, on a fait une étude d'impact sur la COVID et les OBNL. Certains d'entre vous allez vous retrouver. Et on est allé chercher des chiffres sur les baisses de revenus. Les baisses de revenus sont assez importantes. Il y a des organisations dans notre écosystème, puis quand je vous dis, ça représente quand même beaucoup de monde dans vos écosystèmes aussi, là, qui ont perdu énormément d'argent. Il y en a d'autres qui sont très, très, très inquiets, beaucoup pour 2021 aussi. Donc, ces chiffres-là, surtout ce que je veux vous amener, là, c'est la ligne sur les commandites et la ligne sur les billets d'événements. Quand on a 30 ou 27 de disparition de ventes reliées aux billets d'événements depuis 2 mois, ça va avoir un impact majeur sur les organisations. Et là, ça, c'est sans compter les efforts qui ont été faits au niveau du billet solidaire. Je pense entre autres beaucoup plus au milieu du spectacle, au milieu de la philanthropie, peut-être un peu moins au niveau des salons, là. Mais au niveau des commandites, on voit aussi la diminution puis la disparition qui est importante aussi. Les revenus d'activité sont en baisse aussi. Dans certains cas, c'est ces revenus-là qui vous permettent de financer vos événements dans certaines organisations. C'est un élément super important qu'il faut prendre en considération. Ça va être votre façon de financer vos organisations. Donc, ça risque d'être beaucoup plus problématique, puis il va falloir budgéter d'une façon différente. Je m'en viens au bloc de l'aide. Je ne sais pas, Dominique, si tu voulais poser ta question, là, mais on va parler de l'aide gouvernementale un petit peu. Après l'aide, si tu veux. Parfait. Bien, je ne ferai pas un webinaire sur les mesures d'aide. Je ne ferai pas un webinaire sur les demandes non plus. Je veux juste qu'on passe à travers certains principes.
et certains outils qui sont disponibles. Je vais vous parler de ce que Alias Entrepreneur est un réseau avec nous duquel on est assez proche. Vous connaissez Serge Beauchemin, l'ancien dragon. Plusieurs d'entre vous êtes des entrepreneurs purs. C'est vos business qui sont à l'intérieur de la crise et qui sont tourmentés. Alias Entrepreneur a produit un guide qui sont rendus à leur 4e ou 5e mise à jour, qui est graphique. Je vous ai mis des illustrations là, qui vous expliquent les programmes qui sont disponibles et à qui puis comment. Je vous invite à le télécharger. Par contre, chaque programme a des particularités assez on va dire en anglais, assez élevées dans certains cas, là, pour avoir fait mes demandes, pour sortir de nos demandes, nous, entre autres en subvention salariale, c'est assez compliqué et ça prend beaucoup de temps. Je veux on pense 3-4 minutes là, sur les principes philosophiques qui sont en arrière des programmes, puis sur la gestion des attentes. Au niveau personnel, c'est au niveau fédéral, c'est la prestation canadienne d'urgence qui remplace le chômage. Ça, vous la connaissez, ainsi de suite. Mais au niveau des entreprises, des organisations, la première chose qui est importante d'être clair, ce sont que les OBNL et les entreprises et les coops, tout le monde est dans le même panier. Okay? Les mesures sont universelles, à quelques exceptions près, puis on va y revenir au niveau sectoriel. Là. Mais sinon, les subventions salariales, c'est le même principe pour tout le monde. Les prêts qui sont donnés pour de la liquidité, c'est les mêmes principes pour tout le monde. Et la mesure bancaire, qui est aussi du prêt, là, et les loyers, et la nouvelle mesure fédérale sur les loyers commerciaux, qui n'est pas encore en vigueur, mais qui va l'être dans les prochaines semaines, c'est aussi la même mesure pour tout le monde. Vous remarquerez là-dedans qu'à part des mesures sectorielles, il n'y a aucun remplacement de revenus. Puis ça, c'est super important de le comprendre. Puis à date, ça a été dit sur plusieurs... Moi, j'ai entendu le ministre Fitzgibbon le dire à plusieurs reprises. Si vous n'étiez pas en bonne situation financière, on ne va pas remplacer vos revenus. Même si vous étiez en bonne situation. Le gouvernement va injecter des liquidités pour vous donner un break. Mais cet argent-là, vous allez devoir la rembourser. Ça, c'est super fondamental parce que tout le monde voudrait avoir de l'argent, mais ça serait impossible pour n'importe quel gouvernement d'être capable de combler les pertes de tout le monde. Okay? Puis ça, je pense que autant au niveau provincial que fédéral, ça a été, puis encore plus au niveau municipal, parce que c'est quand même un niveau important dans certains cas, là, ça a été dit sur plusieurs plateformes. L'autre élément aussi qu'on n'a pas vu encore, ou presque pas, à part quelques initiatives, entre autres une dans le communautaire, mais on ne sait pas encore la nature des programmes au niveau fédéral. Il n'y a pas de mesures sectorielles encore qui ont sorti. Ces mesures sectorielles-là, ils risquent d'être axées autour de la culture et du tourisme. Les salons ne sont pas, malheureusement, vraiment dans l'écosystème touristique ni culturel. Je ne sais pas où ça va passer. Je vais vous avouer que personnellement, j'ai plusieurs inquiétudes par rapport à ça. Et l'événement d'affaires, quand j'ai des discussions avec l'APCQ, j'ai l'impression que les représentations qu'ils ont fait vont être assez variables. Là, puis j'ai hâte de voir les mesures que le ministère du Tourisme va amener pour les promoteurs et ainsi de suite. Parce qu'à date, faut pas mal s'arranger avec nos troubles. On est capable d'avoir un peu de liquidité pour jouer, pour traverser le temps, mais il faut créer des nouveaux revenus. Ça, il n'y aura pas de... S'il y en a, ça va être sporadique, là, mais il n'y a pas une volonté gouvernementale de remplacer les revenus que tout le monde aura perdus. Ça, je pense que c'est important de le comprendre. C'est important de planifier avec. Puis c'est important d'arrêter de rêver aussi, puis d'arrêter de prier, puis d'être conscient qu'il y a plein d'organisations qui font plein de représentations, mais qu'en même temps, si on n'est pas avec des clientèles à risque, des clientèles urgentes, comme les aînés, l'itinérance, ainsi de suite, là, ça va être un peu dur d'avoir de la nouvelle argent qui va remplacer ces revenus-là. On va arriver aux pistes de solutions. Je vais te laisser poser ta question, Dominique. Ben, écoute, c'est très précis, puis c'est quasiment un alignement qu'il faut que tu donnes. Ça fait que je pense que ça va nous sortir de ton propos, puis je le trouve tellement intéressant là, que j'aimerais pas trop te sortir de là tout de suite. OK, parfait. Bon, ben, je vais continuer. Avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres questions d'ici là? C'est pas que je veux pas t'apposer, mais c'est parce que c'est extrêmement précis.
OK. OK? Écoutez, piste de solution au niveau financier. On va commencer par le niveau financier, puis on va arriver sur d'autres pistes de réflexion après ça. La OK. première étape, c'est sûr que. Vas-y, Dominique, je t'écoute. Non, c'est bon, c'est bon. OK, Excuse-moi. excuse-moi. Le volet financier, ben, ça prend une réduction drastique des dépenses. Puis un contrôle financier plus serré. Ceux qui étaient mal équipés en termes de comptable, ben là, c'est plus le temps. Là. Gardez en tête que les mesures gouvernementales temporaires sont accessibles, mais qu'il y a un piège. D'ailleurs, vous irez voir sur notre site Internet, là, on a mis un texte qui s'appelle justement là, faire attention au piège des mesures gouvernementales. Parce que si vous pensez que ça va remplacer vos revenus puis que vous ne faites rien pour aller chercher des nouveaux revenus, vous allez avoir deux fois plus de choses à rembourser après. Fait que c'est important de tomber dans l'exploration des nouvelles sources de revenus. Hey, ceux qui pensaient faire de l'événementiel demain, oubliez ça, il va falloir vous resclier dans d'autres choses. Puis c'est rapide, là. Je ne pense pas que d'ici, on s'entend que d'ici décembre, là, même si on repart à l'automne, on ne sera jamais à 50 de nos capacités avant la fin de l'automne. On a trop de dommages, il y a trop d'effets psychologiques. Puis on va y revenir tantôt. Il y a déjà des gens qui ont commencé à le mesurer. Puis je vous dirais que c'est assez drastique aussi. Il va falloir faire des investissements technologiques. Certains d'entre vous avaient beaucoup axé sur le média traditionnel. Je vois encore des salons qui font encore des grosses campagnes médias, TV, radio, puis qui ne mettent pas encore assez d'argent dans les infolettres puis dans les médias sociaux. Puis les communautés numériques, en réalité, deviennent les achalandages d'hier. Ça, je pense que c'est important de le comprendre. Certains d'entre vous avaient déjà fait des transitions vers la rentabilité de ces communautés numériques-là, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Et ce n'est pas nécessairement tout le monde qui a et la compétence et la culture et aussi le coffre à outils pour faire cette transition-là non plus. OK? Vous allez être soumis à 7 choix. Okay? Ces 7 choix-là représentent tous des avantages, des inconvénients. C'est un choix qui va être individuel, fonction de votre industrie, puis on va regarder des façons de faire le choix. Après, là, on va regarder comment se documenter, puis quels sont les éléments qu'on peut aller chercher pour faire ces choix-là. Mais il faut que vous fassiez les choix en fonction des 20 éléments qu'on vient de regarder. Là. Je pense qu'on ne peut pas rester inactif. Il faut prendre des décisions. Quelle que soit la décision que vous prenez, il faut bouger. Okay? Peut-être que vous allez vous tromper, mais depuis 6 semaines, je vois encore trop de gens qui sont dans un mode chevreuil. Je m'explique, un mode chevreuil, c'est quelqu'un qui est sur le bord de la route, il voit les phares de ce qui se passe, mais il ne sait pas encore s'il saute sur la route ou s'il saute sur le fossé. Là, il faut que vous bougiez, soit que vous planifiez comme si de rien n'était, puis vous faites l'édition de votre salon. Les fusions et les mutualisations sont une belle piste de sortie, mais ça va falloir lutter contre les égos de beaucoup de gens pour dire « Hey, on peut-tu se parler puis voir si on peut travailler ensemble puis peut-être diviser nos clientèles, faire un salon au lieu d'en faire 2, ainsi de suite. » La possibilité d'hiberner, on coupe tout puis on repart en 2022. Ça, c'est une autre possibilité parce que dans certains cas, hiberner va vous coûter beaucoup moins cher que repartir puis de ne pas avoir les achalandages que vous pensiez avoir puis de faire des éditions à perte. Vous pourriez vous diversifier sur plusieurs niveaux. Vous pourriez réduire la taille de votre événement, de votre salon ici, vraiment offrir quelque chose de beaucoup, beaucoup plus petit avec des attentes beaucoup plus petites. Vous pourriez accomplir votre mission sans salon. Parce que ça, c'est pas tout le monde. Il y en a plusieurs d'entre vous pour qui les salons sont un outil pour accomplir une mission. Mais ce n'est pas votre mission nécessairement. Et votre mission, dans certains cas, c'est d'offrir des produits pour permettre à des annonceurs de rencontrer leur clientèle. Comment on peut le faire autrement? Puis finalement, il y en a peut-être parmi vous qui vont avoir à fermer. Là, je n'ai pas mis le terme négatif faillite parce qu'une fermeture, ce n'est pas nécessairement une faillite, mais il va y avoir des faillites aussi en tant que telles, puis on commence à les voir dans différents secteurs. Tu sais, vous avez vu Aldo hier, le Cirque du Soleil qui est en mauvaise posture, les librairies qui... Je pense qu'on fait juste commencer à documenter des cas de fermeture. Je vous dirais que dans les chiffres que nous, on a vu au niveau des OBNL, il y en a peut-être un certain pourcentage, là, pas loin de 20 que s'il n'y a rien qui se passe, ils ne se rendent pas à l'automne. Je pense que c'est un facteur à considérer.
Et c'est un facteur aussi, la fermeture, qui fait mal, qui est dur pour l'individu, mais qui n'est pas la fin du... Il y a beaucoup de gens qui ont fermé puis qui ont parti par après puis qui ont parti d'autres choses. Là. Je pense que c'est de voir aussi de quoi vous êtes constitué, puis que la pandémie, elle est globale. Si vous fermez et que vous décidez de repartir dans un an, mais votre réseau de contacts, vous allez l'avoir entretenu comment? Votre industrie, vous allez avoir gardé votre place comment? Et je pense que la fermeture n'est pas la mort en soi. La fermeture d'un salon ou la fermeture d'un événement, je parle là. Moi, je vois pas ça comme une mort. Je vois ça surtout comme peut-être ressusciter, renaître de ses cendres. Prenez l'analogie que vous voulez, là. Mais si vous fermez et que vous travaillez bien, ça ne vous empêche pas, je pense, de repartir quelque chose en 2022 et ainsi de suite. Là. Parce que les besoins vont revenir. Ça, je pense que dans l'ensemble de l'industrie, tout le monde s'entend sur le fait que les besoins humains de se recontacter en humain sont essentiels. Ils font partie des motivations globales de l'événementiel. Ils font partie des besoins des gens. Puis, tu sais, on a vu avec la première journée de soleil samedi passé comment il y avait des gens dans les parcs. Les gens ont besoin de sortir. Par contre, est-ce qu'ils sont prêts à aller se lancer dans une salle avec 1000 autres personnes? Là, c'est une autre chose dont on va discuter. Moi, je vous ai amené un petit processus pour vous aider à faire votre décision puis à prendre le chemin que vous allez prendre. Là, je pense que c'est un processus qui a quatre étapes. La première étape, ça va être la collecte de données. Ça va être de faire un état de situation. Puis partir de votre plan stratégique existant si vous en avez un. Parce qu'on ne peut pas, il faut partir d'où on allait pour voir où on va aller. Là. On ne peut pas partir en neuf non plus. De revisiter votre offre, de changer votre ampleur. Quand je parle de réduire, peut-être qu'au lieu de faire un salon à Magog, un à Québec, puis un à Montréal, ça va juste être un salon à Québec, par contre, possiblement. C'est peut-être ça, changer l'ampleur dans certains cas. Au lieu de faire 3 éditions de votre salon sur les petits animaux ou sur les aspects environnementaux, vous allez en faire une seule aussi. Fait que ça, l'ampleur, ça peut être une partie de la solution. De vous concentrer sur qui. Quand je dis qui, c'est vos clientèles, puis on va y revenir un petit peu plus loin, là. Je pense que c'est essentiel de revenir au fondamental. C'est pas le salon, l'événement n'existe pas sans client. Après ça, une fois qu'on a déterminé ce qu'on devenait, c'est de le communiquer, de faire les changements financiers puis les changements opérationnels qui vont aller avec. Moi, je vois beaucoup de gens plancher sur « Ah, mon salon va avoir l'air de ça si je repars », mais en même temps, ils ont oublié de collecter des données puis ils ont oublié de vérifier l'offre aussi. Ça va être de le déployer, peut-être à petite échelle, peut-être de tester des choses en numérique, de l'évaluer, puis de revenir dans le processus. Ce que vous voyez là, c'est un processus de définition stratégique qui est très global, qui est très rapide, mais qui peut donner des orientations au moins. La chose la plus importante à mesurer, c'est la demande. On n'en parle pas assez sur aucune plateforme. C'est quoi l'état d'esprit de vos clients? Il y a combien d'argent disponible dans votre secteur? Puis est-ce que si je repars mon salon, c'est accepté socialement? Ça va être important de faire une évolution de ces indicateurs-là. Maintenant, à la fin de l'été, à l'automne, comment ça évolue avant de me lancer à réinvestir, surtout avant de déposer un chèque à un locataire de salle. Les locataires de salle qui m'écoutent, vous ne m'aimerez pas, là, mais moi, je pense qu'avant de faire des dépôts qui ne seront pas honorés, vous êtes aussi bien de dire à vos clients, avez-vous mesuré votre demande? Parce que les effets psychologiques sont énormes. Les gens se méfient de leurs voisins. Si vous êtes allé prendre une marche à 3 ou 4 personnes puis vous êtes fait à regarder tout croche, imaginez ce que ça va être de tenir un salon. Okay? Il y a une perception du rassemblement comme un risque. Ça a changé d'une façon drastique. Pour certains, c'est dangereux aller à l'épicerie. Imaginez-vous aller dans un événement. Okay? Il y a des gens qui sont prêts à pas avoir d'argent plutôt qu'à aller travailler. Fait que il y a des gens qui sont prêts à avoir une perte financière plutôt qu'à être exposés aux autres actuellement. Ça a un impact majeur sur la façon de constituer nos événements, cette perception-là aussi. Puis là, on rentre dans du milieu corporatif qui rouvre tranquillement. On va changer les postes de travail, on va changer les façons de fonctionner, on va dire aux gens, décloisonnez-vous, éloignez-vous les uns des autres. Puis après ça, on va leur dire, hey, ben là, tu vas aller faire un salon 10 par 10, vous allez être 3 dans le salon. Ça ne marche pas. Il y a l'effet psychologique, il ne fit pas en même temps, là, si vous voyez ce que je veux dire.
Fait que la première chose à évaluer, c'est l'état d'esprit de vos clients. Alors, regardez leur segment d'âge. Si vous avez des clientèles plus jeunes, des clientèles plus vieilles, on sait déjà que ça va avoir un impact. Vérifiez l'état de leur peur. Je vais vous montrer tantôt l'exemple de ce que le théâtre Jean Duceppe a fait dans les dernières semaines. C'est assez intéressant. C'est quoi l'état de leurs finances à vos clients? Leurs finances personnelles, leurs finances corporatives? Si dans votre liste d'exposants, il y en a, sur les 100 exposants que vous avez, il y en a 40 qui ont fait des mises à pied, vous allez avoir une maudite bonne indication sur le fait que leur budget, leur priorité, ça ne sera peut-être pas de faire un salon cette année. C'est quoi leurs intentions de déplacement? Certains d'entre vous êtes des attractions en tant que telles, fait que vous faites déplacer les gens. On sait très bien actuellement, on l'a vu encore ce matin dans les médias, les gens en région ne veulent pas voir les gens de Montréal. Fait que ça va avoir un impact sur la production de vos événements. C'est quoi leurs intentions d'achat? Puis est-ce qu'il y a des particularités régionales où vous allez tenir votre salon? Il faut vraiment mesurer ça à travers notre billetterie, à travers nos médias sociaux pour se constituer des paramètres d'opération puis se dire, OK, ça vaut-tu vraiment la peine que j'ouvre? C'est ça la question. Ça vaut-tu la peine? Parce qu'ouvrir à 20 de capacité en augmentant de 10-15 mes frais pour tenir les mesures d'hygiène, mesures sanitaires, est-ce que je me fais plus mal que si je restais fermé? C'est pour ça que le scénario d'hibernation est important. Fait que là-dedans, vous allez avoir des personas, donc tu vas avoir l'aventurier qui va être prêt à refaire des activités cet automne, tu vas avoir les prudents qui vont être plus tranquilles, qui vont peut-être aller voir la famille, mais qui n'iront pas se risquer trop dans des parties, puis tu vas avoir les anxieux qui ne sortiront toujours pas de chez eux. Fait que ça, il faut les établir. Vos clientèles à vous sont réparties comment dans ces types de comportements-là aussi. Je vous amène vers des chiffres que le pointdevente.com, qui est une billetterie, ont sorti la semaine passée. Ils ont fait une étude. Puis surtout le tableau, moi j'aimais bien le tableau du milieu. Les deux slides sont disponibles sur le site du Point de Vente, là, dans la section blog. Si vous regardez celle-là, 6 mois avant de participer à un festival, là, ça a été fait au mois d'avril. Ça nous amène vraiment sur des éditions pour 2021 au niveau de l'intention de participation. Puis il y a d'autres données dans l'étude qui sont intéressantes, entre autres sur les mesures de mitigation, mais en tant que tel, les gens ont vraiment des craintes et peu de gens achèteraient des billets actuellement. Il faut comprendre que même si l'économie repart, même si le tourisme repart d'ici 2 mois, 3 mois, avant d'avoir une courbe de croissance, ça va être impossible à prévoir. Puis ça va vraiment prendre des initiatives par secteur, par promoteur, par industrie pour voir vers quoi on va aller aussi. Je vous amène vers le cas du Théâtre Jean Duceppe. Le Théâtre Jean Duceppe, dans les dernières semaines, on fait une étude auprès de 4000 acheteurs de billets. Donc, là, ici, je parle de gens déjà convaincus qui connaissent déjà le produit. Donc, on parle de conversion. On ne parle pas d'acquisition. On n'a pas été testé à travers des gens qui ne connaissaient pas le produit et qui n'y avaient pas goûté. Okay? Puis, on a des chiffres qui sont assez importants. Il y a une partie de la clientèle qui est déjà prête à acheter le produit, mais il y en a d'autres, 15-20 puis je vous dirais, on est plus dans l'ordre presque du 25-30 là, que ça va plus tard. Si on combine ça avec le fait que le théâtre Jean Duceppe doit réduire son achalandage à 30 parce que, mettons que tu as des billets, puis il y a d'autres études qui ont sorti là, sur la planification des espaces en distanciation sociale. Là. Vous avez un groupe de 4 personnes, c'est 2 mètres tout le tour de ces 4 personnes-là. Vous venez de perdre à peu près, je pense que c'est 20 ou 22 places assises autour. Donc, il y a toutes sortes de façons de calculer les achalandages possibles en salle. Ça va être la même chose au niveau des salons. Là, on va revoir tantôt. Là. Ça amène une combinaison diminution d'achalandage plus perte de l'intention d'achat dans une clientèle déjà convertie. C'est quoi mon potentiel à court terme? Il n'est pas très élevé. Ils ont fait la même chose au niveau, quand avez-vous l'intention de fréquenter de nouveau un théâtre, j'attendrai un vaccin à l'automne, entre janvier. Fait que, on s'amène presque à 45 pas avant l'année prochaine. Je recombine ça encore avec ma mesure de distanciation. Ça me réduit beaucoup mon potentiel de revenu, puis ça réduit aussi toute l'expérience. Si j'ai une salle qui a 20 parce que d'autres chiffres que j'ai vus, là, ça serait des capacités de 20 en salle. Imaginez votre salon avec une capacité d'accueil de 20 là, ce que ça donne, ça ne fait pas de sens.
Okay? Mathématiquement, puis je parle économiquement aussi. Quelles sont les raisons qui vous empêcheront de revenir chez Jean Duceppe? J'ai peur pour ma santé, j'ai peur pour la santé de mes proches. Les deux raisons principales. OK? Puis dénaturer l'expérience. Ça aussi, c'est un facteur qu'il faut considérer. Ce que ça veut dire aussi, c'est est-ce que j'ai un produit à vendre? Est-ce que mon produit reste attractif aussi, même si je rouvre, même si je relance un salon? Okay? Puis est-ce qu'il y a des investissements disponibles pour que je le tienne, ce salon-là? C'est quoi la situation financière de mes exposants? Mes exposants, est-ce qu'ils ont une capacité humaine de pouvoir venir dans mon événement aussi? Regardez ce qui se passe dans le milieu de la santé. Il manque beaucoup de gens, les gens infectés, les gens qui ont peur, les gens qui sont malades, et ainsi de suite. Donc, ça vient de changer le staff disponible. Puis on le voyait déjà, moi en tout cas, dans certains clients que j'ai, je voyais déjà des exposants qui se désistaient parce qu'il y avait des enjeux de main-d'œuvre aussi. Les investissements publics, on va voir ce que ça va donner à moyen par long terme, parce que l'argent va être encore disponible dans 6 mois. Les commandites, écoutez, ça va être intéressant et déprimant à suivre dans les prochains mois. Je vois déjà des tendances là, assez lourdes. Deux choses que je vois, soit que les gros commanditaires ont décidé de tout geler et veulent revoir leur façon d'investir, puis ça va reprendre des nouvelles politiques, et ainsi de suite, ou tu as les plus petits joueurs qui n'ont plus d'argent parce qu'ils sont fermés. Qui avait des restaurateurs comme commanditaires ou des hôteliers? Oubliez-les. C'est simple, hein? Ils sont fermés. Fait que ça va reprendre combien de mois avant qu'ils se relèvent de ça? Et puis, gardez en tête là, les événements qu'on annule en avril actuellement et ce que vos événements, la budgétisation, le processus de gestion budgétaire, les décisions pour 2021 vont se prendre cet automne. Donc, ils vont être pris avec une distance très proche de la crise pour 2021. Fait qu'après ça, on va retomber en stabilisation. Fait que ça ne serait pas étonnant que les réponses de commandite de beaucoup de joueurs qui vont rentrer comme en janvier, février, mars, avril, ou même qui vont rentrer à partir d'octobre, novembre, soit négatives, soit en diminution, soit en réévaluation, avec peu d'argent en activation aussi. Ça, c'est un autre phénomène. On ne veut pas mettre nos employés à risque. Moi, j'ai quelques questions pour vous. J'arrive vers la fin pour libérer les questions. Là. Pour vous, ou même pour vos exposants, est-ce que votre exposant a une question qui va se poser, puis vous allez devoir y répondre? Est-ce que j'ai la capacité financière humaine de faire un salon? Est-ce que comme exposant, là, faire un salon, c'est une priorité? Puis si ma clientèle a augmenté sa présence dans les médias sociaux, les salons sont-ils encore un bon choix pour faire ma promotion? Puis est-ce que les salons représentent un risque sanitaire pour mes employés? Ça, c'est important. Souvent, moi, j'ai dans beaucoup des lectures que j'ai faites, ça a été négligé à date. Là. Puis même tous ceux qui ont reporté à l'automne, il va falloir valider si les employés vont être présents à l'automne pour pouvoir opérer ces activités-là aussi. Fait que comment on opère un 10 par 10 en distanciation physique? 10 par 10, là, si j'ai 2 staffs dedans, je suis déjà hors norme ou presque. Il faut que je me colle chaque côté, puis il faut que mon client à qui je parle soit dans le milieu de la rangée. Quelle sorte de produit ça donne en termes de salon? C'est quoi, ça va être quoi les nouvelles normes de distance dans les allées aussi? T'sais, les allées bouffent du pied carré qu'on vend qui est payant, bien là, il va falloir mettre des allées plus grandes. Fait qu'il faut réaménager nos plans de salon. C'est quoi l'achalandage minimum pour que ça soit, puis là, je parle intéressant, mais je ne parle même pas d'être payant. Là. Je parle peut-être de break-even ou juste de rester en vie. Quels fournisseurs peuvent me garantir d'être opérationnel quand arrivera mon salon? Ça, c'est une grosse question avec un gros point d'interrogation. Puis comment limiter vos investissements médias puis quand même avoir des visiteurs? Ça aussi, ça va être un phénomène assez important, surtout si vous étiez dans une phase d'acquisition de nouvelles clientèles et plutôt que de conversion de clientèle existante. Et votre salon, est-ce qu'il va être accepté socialement? Je mets le cas de Saint-Tite parce que j'ai des clients qui sont des festivals qui se déroulent à la fête du travail. Et les semaines avant Saint-Tite, là, ils se sont rendus compte qu'il y avait des pressions de leur communauté, puis il y avait des commentaires dire bien, on peut pas faire on n'ira pas à votre vous ne devriez pas tenir votre festival, vous ne devriez pas tenir votre événement, parce que les gros événements des semaines suivantes ont été annulés. Fait qu'il y a aussi ça qui est important. La couverture médiatique que les promoteurs vont avoir, ça va être à vérifier. Est-ce qu'on va être bien vu si on décide de partir un potentiel foyer d'éclosion, parce que c'est comme ça que ça va être perçu. On le voit avec les écoles actuellement. Vos assureurs, est-ce que vos assureurs vont rester
avec vous et vont assumer les risques que vous deveniez un foyer d'éclosion. Okay? Parce que si demain matin, on décide que le foyer et que le salon XYZ, ça sort dans le Journal de Montréal, qu'il y a eu 300 personnes qui ont été infectées à ce place-là, on l'a vu dans les résidences personnes âgées, bien, c'est un risque sur la réputation aussi. Donc, au final, ben, écoute, la pause, elle va être longue et difficile. L'imprévisibilité, j'ai de la misère avec ça, est constante. Il n'y a rien qui bouge. Puis c'est là où ça devient important que chaque promoteur évalue sa situation, la documente aussi. Il faut considérer votre décision en fonction de l'ensemble de l'écosystème. Je vous parlais de vos exposants, je vous parlais de vos commanditaires, les visiteurs, vos fournisseurs, les locataires de salles. C'est pas dit que les locataires de salles vont avoir une capacité de staff assez intéressante aussi. Il faut voir comment être capable de remplir sa mission autrement aussi. C'est pas vrai que tout l'événementiel se transforme au numérique. Je suis le premier à ne pas y croire. Chez Espace OBNL, on a certaines formations, certains coachings et webinaires qui pourront vous donner un coup de main. Vous allez voir sur notre site Internet. Dominique, je suis prête pour les questions. Je vous remercie. C'est toujours le rythme est comme ça, sans interaction. C'est intense, mais je parle beaucoup. Là, c'est le temps d'interagir. Je pense que tout le monde était un peu comme moi. Tout le monde était accroché, bien dur à la présentation, qui était fort lucide, je te dirais, un peu dur aussi. Ben, c'est un peu ce qu'on s'était dit aussi, hein, on le savait. Mais très intéressante, là. Très, très, très intéressant. Je pense que ça remet les yeux dans leur... Oui, ça nous replace. Je suis déstabilisé, même à date. Merci pour ceux qui m'envoient des félicitations. Là. Merci. Oui, c'est super. Merci beaucoup. Écoute, la question que je n'osais pas te poser, c'est parce que c'est un de nos membres qui nous envoie ça. Là. Dans une organisation publique, dans le fond, une structure rigide, là, comment faire pour présenter l'information aux décideurs pour faciliter l'analyse et la prise de décision, considérant que ceux-ci, la plupart du temps, sont nécessairement pas trop proches des préoccupations de l'industrie. As-tu des cues à nous donner là-dessus? Bien, la dernière section de la présentation, c'est des éléments qu'il faut évaluer. Ouais. Il faut les présenter. Ne serait-ce que juste l'intention de participer des exposants. Présenter les réalités logistiques. Beaucoup de gens qui ne font pas d'événementiel ne sont pas conscients de ce que ça veut dire. Je parlais de la largeur des allées, par exemple, puis comment tu vas animer un 10 par 10. Je voyais que Julien était là tantôt, Julien Roy. Je serais curieux de voir son atelier maintenant dans un 10 par 10 en distanciation sociale où tu fais ta qualification, tu fais ton pitch, puis tu as pris ta prise de rendez-vous, tout ça. Juste le geste de scanner une carte comme on fait, ou de scanner un badge, ça devient impossible au niveau de logistique. Et ce bout-là, il faut être des gens d'événementiel pour pouvoir le voir. Par contre, les décideurs vont avoir un aspect économique. Si on mesure une intention de participation, puis on la transforme en budget global, je dis n'importe quoi, mettons qu'on fait un exemple, tu as 100 exposants, ton budget moyen par exposant, c'est 2 000 par, ça te fait 200 000 de revenus, mais que ton intention d'achat est seulement à 15 à 20 de ça, bien, tu sais très bien que tu viens de tomber à 40 000 de revenus minimum. Puis là, après ça, tu peux quantifier tes dépenses de l'autre côté. Tu te dis, mes dépenses, je fais des scénarios, j'ai besoin de tant de personnes de plus, j'ai besoin de ça, de plus, de plus, de plus. Là, ça arrive dans une matrice, tu te dis, parfait, on peut le produire, mais ça coûte, notre déficit est de temps. Là, on va dire, ben oui, mais coupe, je peux pas, j'ai des normes de CSST à produire. Donc là, on vient de transférer au niveau décisionnel la problématique. Mais il faut la quantifier. Crois-tu? Moi, je pense que l'élément le plus important, là, puis ce qui me fait le plus peur, c'est le manque de quantification, puis c'est le manque d'étude de la demande, considérant les impacts, on les avait. Là. C'est pour ça que je les ai toutes mis. On les connaît. On a eu la discussion ensemble. J'ai eu la discussion avec Julien aussi. On les connaît, les impacts. On sait où on est dans le portrait, mais là, ça prend des chiffres pour le convertir en cash. Ça coûte combien de plus ou on perd combien? Ça va peut-être être... C'est ça qui est le plus, comment je dirais, qui va te donner l'heure juste puis qui va te faire prendre conscience, dans le fond. C'est l'argent, en fin de compte, qui va te révéler
à toi-même, là, dans le fond. Penses-tu que le gouvernement, d'un autre côté, pourrait en venir à financer nos comment je te dirais, ce que la CNESST va mettre en place, là, tu penses-tu que c'est une alternative à long terme? Ah ben, à court et Je long terme. pense qu'ils vont le faire peut-être avec les. Ils vont le faire. S'ils le font, ils vont le faire d'une manière indirecte. Ils vont le faire peut-être pour les salles. Mais ils vont le faire possiblement à travers des programmes touristiques. Hôtellerie, musées, attractions. Ça, on peut s'attendre à quelque chose de ce type-là. OK. Comme ils vont financer des promoteurs culturels plutôt que les employés culturels. La volonté, puis ce qu'on a lu, c'est de mettre en place des programmes qui vont permettre à la structure d'être réopérationnelle quand ça va être plus tard. Comment ça va s'argumenter, je ne le sais pas. Mais je ne m'attends pas à ce qu'un promoteur d'un salon XYZ aille chercher un chèque. Donc, Parce ils vont qu'on l'a vu. On l'a vu avec la sécurité. Hein? Oui, oui, Tu sais, oui. on a un bel exemple avec les mesures de sécurité dans le milieu des festivals. Puis le Rémi Fame se bat avec le fédéral depuis 3-4 ans, depuis que la loi sur la sécurité privée est arrivée. Tous nos coûts en événements publics ont été en augmentation de manière phénoménale au niveau de la sécurité. Il n'y a pas eu de subvention pour ça. Puis tout le monde le décrit. Là, tous ceux qui sont obligés de mettre des blocs de béton puis de engager la sécurité, les détecteurs de métal et tout, là, ça a augmenté les coûts événementiels de manière flagrante. Là. Ils les ont jamais financés, dans le fond. Non. Fait que, je pense que c'est un bon parallèle à voir. Là. Puis il y a eu des chiffres qui ont été sortis. S'ils finançaient, qu'est-ce que ça représenterait comme grosseur de programme? Puis les chiffres, ils font peur. Fait que tu te dis, j'arrive avec ces mesures-là. Là. Puis c'est dans tous les secteurs. Là. Est-ce qu'ils ont annoncé quelque chose, les commerces de détail? Non. Non. Puis les manufactures non plus. Tout le monde, assumez, vous voulez opérer, assumez qu'opérer va coûter plus cher. Malheureusement. Et ce que je perçois de nos membres aussi, c'est qu'avec toutes ces normes-là, on va perdre notre âme, dans le fond. On ne fera plus vraiment ce qu'on faisait. Ça va être d'autres choses. Le produit va être affecté. Oui. Le produit va être affecté. Oui. La question d'Isabelle, ça entend s'il y a des exemples ailleurs dans le monde que les mesures sanitaires puissent décroissantes, le moins centré sur la distanciation, plus sur l'hygiène. Est-ce que ça mettrait moins de pression sur la logistique? Écoute, on le souhaite, mais en même temps, on n'a même pas encore... On voit les premières attractions qui commencent à ouvrir au Japon qui ont été refermées. Le Japon, il y a eu des essais, ça repartit en pic, ils ont tout refermé, ils ont fermé les cinémas, ils ont fermé les salles, les musées, et ainsi de suite. On regarde en Europe, ils ont commencé à rouvrir certaines choses dans certains pays avec leur distanciation. On verra ce que ça donne. Mais on se trouve quand même à parler d'un virus qui se contamine par projection. Ça reste l'essence même du virus. Et le masque est une partie de la solution, de ce que je peux comprendre. Là. Je ne suis pas un expert de santé publique, là. Mais moi, je pense que la distanciation reste encore la mesure la plus, de ce que je comprends, la plus efficace. Slavka, est-ce que tu as d'autres questions de ton côté ou c'est bon? Pas qu'elle ouvre son micro. Non, j'ai rien présentement. OK. Oh. Tu vois, regarde, on arrive à 15h30 juste. Oui. Il y a Isabelle Vanet qui demande si c'est possible d'avoir un rendez-vous avec M. Parent. Alors, juste à m'envoyer un courriel avec on va vous laisser régler ça hors d'onde. Il y a un autre, Olivier Boujon. Dans la plupart des secteurs, les exposants sont durement touchés. Les coûts de promotion sont les premiers coupés, c'est sûr. Impact psychologique, contraintes sanitaires affectent l'achalandage. Le modèle économique, il n'est pas viable. Ça, c'est ce que je pense que j'ai été capable de vous démontrer aussi. Réinvention fondamentale des façons de faire et du modèle d'affaires. Je suis arrivé en retard et la question a peut-être été traitée complètement. C'est de ça que j'ai parlé. Là. Oui. Bon résumé, Olivier. Merci beaucoup. Oui. Merci, Olivier. Je pense... Je vais peut-être faire un aparté sur plusieurs... j'ai participé à plusieurs brainstorms en événementiel dans les dernières semaines, peut-être moins dernières, mais plus dans le début de la crise où tout le monde disait ben, on peut pas juste être numérique, on peut pas, effectivement, mais on n'est pas prêt à revenir au présentiel. C'est peut-être juste ça qu'il faut faire attention.
c'est que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est un besoin. Tout le monde est d'accord. Moi, je pense que, ben, en tout cas, non, je vais dire, moi, je suis d'accord au fait que c'est un besoin. Je suis d'accord aussi avec le fait que c'est une nécessité d'avoir des contacts entre humains, puis que l'événementiel, je l'enseigne depuis des années. Là, puis une des choses que je fais avec mes étudiants, c'est leur expliquer les motivations de base pour adapter leur message de commercialisation. Exact. Mais ces motivations de base-là, dans le cerveau reptilien, ils sont mis de côté. Fait que ça va revenir. On va commencer par avoir nos soupers en famille. On va commencer par faire nos, comme dirait M. Arruda, on va commencer par faire nos barbecues. On va commencer par monter notre tente roulotte. Puis peut-être qu'un jour, on va vouloir aller se pointer dans un restaurant. Puis après se pointer dans un restaurant, on va peut-être aller faire une visite au musée. On va voir aussi les écoles, les camps de jour, les camps de vacances cet été vont être le grand test. Moi, je pense que ça va nous indiquer beaucoup, beaucoup de choses sur cette capacité-là qu'on a de vraiment pouvoir le faire. Mais je sais que ça va revenir. Mais à quel camp et ça va être quoi les cicatrices qu'on va avoir? Je te remercie beaucoup, Stéphane. C'était fantastique. Que des bons mots. Je ne sais pas si vous avez vu, là, on a mis l'adresse de Stéphane dans le chat. Si vous voulez la présentation, vous m'enverrez un courriel. Ça me fera plaisir de vous la transférer. Michel, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Michel Lambert qui lève la main. Peut-être poser ta question dans le chat room, Michel. Ça va peut-être être plus simple. Je vais ouvrir le micro. Son micro, oui. Oui, vas-y, Michel. Vas-y, Slavka, tu veux-tu y mettre son micro ou c'est moi? Il doit l'activer lui-même. Michel, es-tu capable de faire ça? Michel, oui. Oh. Tout le monde est pendu à tes lèvres, Michel. Clique sur activer dans le haut à droite, Michel. Excuse-moi. Je me suis trompé tout le temps. Je voulais juste écrire que je voulais avoir ta présentation, mais je vais t'écrire en privé. Va-moi courriel, Michel. Ça me fait plaisir. Moi, j'aimerais, avant de terminer, j'aurais quelques petits messages à vous passer pendant que vous êtes tous là. On devrait produire un Expo Mag quand même la semaine prochaine, OK? Début de la semaine prochaine, on devrait publier un Expo Mag. L'APEC aussi a supporté la démarche du regroupement des fournisseurs ainsi que la PCQ, OK? L'important, c'est le résultat. Il faut travailler ensemble pour arriver à repartir nos salons. D'ailleurs, je peux te dire qu'Événement Attraction le supporte, mais comme ce n'est pas notre core business, on n'a pas pris de position. Mais je sais que j'ai vu André dans la conversation, je sais qu'André a des discussions avec François. Du côté des festivals, on a les mêmes discussions et le cabinet a été mis au courant des différentes problématiques. Good. Alors, dans notre démarche, nous, la prochaine étape, c'est de se pointer au niveau gouvernemental pour essayer de repartir parce qu'on trouve que les salons sont un élément très important de l'économie. Alors, on voudrait faire partie de la relance le plus tôt possible de manière sécuritaire. Alors, c'est de cette façon-là que l'APEC va approcher le gouvernement dans les prochains jours. On est en train de mettre la main finale à un document pour le côté sanitaire. On a été sollicité par la CNESST et le CQRHT pour produire ce document-là. Il y a eu une rencontre ce matin. On va le finaliser en fin de semaine, probablement le partager avec CAEM, l'Association canadienne, pour essayer d'avoir des normes canadiennes, parce que s'il fallait avoir des normes albertaines, des normes ontariennes et des normes québécoises, on ne s'en sortira peut-être pas. Alors, c'est une autre étape. Il y a des salons qui devraient ouvrir aussi en Allemagne et en Corée. Là, on a vu quelques photos. Mais en tout cas, on va voir qu'est-ce qui va advenir dans les prochaines semaines, mais ça reste encourageant. Alors, je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine. Je ne sais pas qui sera notre invité. Ce sera une surprise. Et puis, je vous remercie d'avoir été là cette semaine. Merci à nos partenaires. Merci à Stéphane. Et bonne fin de semaine à tous. N'oubliez pas de venir faire du ski à Harford en fin de semaine. Ciao. Portez mes plats de tomates. Au revoir. Bye-bye. Merci. Merci, Stéphane.